Personnes âgées, des mesures pour mieux vivre, relèvement du minimum vieillesse. Pétrole, l'OPEP augmente ses prix, l'essence coûtera encore plus cher. Tchad, les Libyens de N'Djamena, Hissène Habré réfugié au Cameroun. Les invités du journal, François Sérac et Catherine Deneuve. Mesdames, Messieurs, bonsoir. De nouvelles mesures en faveur des personnes âgées. C'est le chef de l'État qui les a dévoilées ce matin devant la Fédération nationale des clubs ruraux de personnes âgées, réunis à Nogent-sur-Marne, près de Paris. Des clubs qui représentent plus d'1 million d'adhérents. Je dis dévoilés car c'est demain que le Conseil des ministres fixera le nouveau chiffre du minimum vieillesse, applicable dès le mois prochain. D'ores et déjà, on sait qu'il devrait être de l'ordre de 17 000 francs par an, soit un triplement en 6 ans. Plusieurs mesures ont été annoncées aujourd'hui par le chef de l'État. Tout d'abord, une augmentation du minimum vieillesse qui sera annoncée demain au Conseil des ministres. Le nouveau montant, qui a triplé en 6 ans, pourrait être porté de 15 600 francs par an à 17 000 francs. 30 000 logements pour les personnes âgées seront rénovés dans les 5 ans à venir. Le nombre d'heures d'aide ménagère sera accru de moitié. Les services de soins à domicile doivent être facilités et développés. Enfin, les pensions des retraités seront relevées au 1er janvier 1981. Valéry Giscard d'Estaing a rappelé qu'un Français sur 5 avait plus de 60 ans et que leur volonté d'agir et de participer était l'une des évolutions les plus importantes de notre société. La retraite, a-t-il dit, ne doit pas être une coupure brutale. La France a besoin du capital d'expérience et d'affection de ces personnes âgées. L'exemple des dernières années prouve que notre pays a su témoigner davantage de justice et de solidarité à l'égard des personnes âgées. Les prochaines années verront, j'en suis sûr, les personnes âgées contribuer à un plus large dialogue entre les Français. Par leur générosité, elles vaincront les égoïsmes. Par leur disponibilité, elles créeront de nouveaux liens entre les cœurs. Par leur désintéressement, elles aideront à ouvrir les esprits sur le monde autour de nous et sur le monde qui vient. Pour tous ces retraités, membres de clubs du 3e âge, l'essentiel, c'est donc la lutte contre l'isolement. Ils se sont rassemblés, ils tentent à leur tour d'y accueillir d'autres personnes âgées, plus isolées, car trop souvent délaissées par leur famille. Dans tous leurs témoignages revient l'idée d'une grande curiosité, d'une grande ouverture pour les autres, une belle leçon de générosité et d'optimisme. Est-ce que vous estimez que le gouvernement fait assez de choses pour les personnes âgées ? Ben, on trouve toujours qu'il ne fait pas assez, n'est-ce pas? Il fait tout de même bien des choses. Et la retraite, c'est un âge difficile? Ah non, quand on sait bien la prendre, si vous voulez, je l'ai prise dans ce sens, c'est-à-dire que je me suis occupé des autres et c'est ce qui se produit dans nos villages. Nous nous apercevons que parmi les personnes âgées, il y a un tas de gens qui ont besoin d'un réconfort parce qu'ils n'ont pas été heureux, soit dans la vie, soit au point de vue pécunier, soit au point de vue famille, etc. Et il faut toujours rassembler et rapprocher ces gens-là. C'est pas triste la vieillesse? Comment? C'est pas triste la vieillesse? Ben, je la pratique bien, moi, je la pratique bien, la vieillesse. Et aussi longtemps que possible. Le président de la République s'est ensuite rendu à Sablé, dans la Sarthe, la ville dont Joël Le Teul était le maire. C'est en effet cet après-midi qu'avaient lieu ses obsèques, des obsèques émouvantes, dans une ville morte elle aussi. Les écoles et les magasins étaient fermés. Jean-Louis Le Seine sur place. Depuis ce matin, Sablé-sur-Sarthe était ville silence. Tous les commerçants avaient baissé leur rideau de fer en signe de deuil. Et dans cette ville, dont le maire était ministre, beaucoup des 14 000 habitants étaient allés à l'hôtel de ville s'incliner une dernière fois devant le catafalque. On avait l'impression ce matin, à Sablé, que la population venait tout juste de prendre conscience de la disparition de Joël Le Teul. Une matinée d'amitié, d'intimité même. Une matinée qui contrastait avec la foule de cet après-midi. Hommes, femmes et enfants de Sablé et des environs étaient descendus dans la rue. Car ici, dans cette ville moyenne de la Sarthe, jamais on n'avait vu autant de personnalités en même temps. Corps constitués, militaires de haut rang, élus de la région, responsables politiques nationaux.
Derrière Madame et Monsieur Giscard d'Estaing, Madame et Monsieur Barre, on pouvait voir Yvon Bourges, le prédécesseur de Joël Le Teul au ministère de la Défense, et celui qui aujourd'hui assure son intérim, Robert Gallet. Il y avait également, entre autres, Jacques Chaban-Delmas, Olivier Guichard, Yves Guéna, Jacques Chirac, Jacques Blanc et le général Bijard. Moment particulièrement émouvant pour l'ensemble de la population, la sortie du cercueil de Joël Le Teul, porté par des élèves du Prytanée militaire de la Flèche, là où le ministre avait commencé sa carrière d'enseignant. Les incidents de Nanterre, 27 membres du GUD, le groupe Union Droit, organisation étudiante d'extrême droite, ont été déférés cet après-midi au parquet de la ville. L'un de ces militants, durement touché lors d'affrontements dans le RER et hospitalisé avec une fracture du crâne, a été victime d'un malaise cardiaque ce matin, mais ses jours ne sont pas en danger. Beaucoup de réactions hostiles ce soir, celles des étudiants communistes, l'UNEF, le MRAP, la FEN et de nombreuses organisations. Il y aura une manifestation demain à Paris de l'université de Paris 10, donc Nanterre. Il faut s'attendre par ailleurs à une nouvelle hausse de l'essence, et ce assez rapidement. On va s'acheminer en effet vers une augmentation de 7 à 8% du coût de l'approvisionnement pétrolier en France. Tout cela parce que ce matin à Bali, les ministres de l'OPEP se sont mis d'accord sur un prix de base du brut à 32 $ le baril et un prix plafond à 41 $. Alors, pour fixer les esprits, je rappelle que le dollar est à 4,60 francs environ et que le baril fait 160 litres. Égoïstement et tout naturellement, bien sûr, nous pensons tout d'abord à notre chauffage et à nos voitures. Philippe Sassier. Et pourtant, elle roule. Mais on pourrait dire, en parodiant le titre d'un western très connu, que pour une pincée de dollars supplémentaires, eh bien, on va payer une bonne poignée de milliards en plus. Or, rien ne justifiait réellement cette nouvelle augmentation du prix du pétrole. Mais quand la cargaison d'un pétrolier comme celui-ci arrivera en France, dans 45 jours environ, eh bien, cette cargaison coûtera environ 10% de plus qu'aujourd'hui. C'est la hausse moyenne décidée par l'OPEP. Mais les prix sont loin d'être unifiés. L'Arabie Saoudite a fixé le prix de son baril, c'est-à-dire 159 litres de pétrole, à 32 $. L'Arabie Saoudite nous fournit un tiers de notre pétrole et ce tiers va augmenter d'environ 7%. Les pays du Golfe adopteraient un prix du baril de 36 $. L'Algérie, la Libye et le Nigeria le porteraient à 41 $. Quelle répercussion de cette hausse sur la France? Deux inconnus empêchent de donner une réponse ferme et définitive. La première, quel sera le calendrier des hausses adoptées par les différents pays producteurs? La seconde, quelle va être l'évolution du dollar dans les semaines qui viennent? Actuellement, on peut quand même dire que l'alourdissement de notre facture pétrolière pour toute une année sera de l'ordre de 8 à 10 milliards, c'est-à-dire près d'1 milliard de francs supplémentaires chaque mois. Il est très probable également que les carburants augmentent dès la fin du mois de février ou dès début mars. On parle d'une fourchette d'augmentation de 5 à 10 centimes. Bien, avec nous en direct, François Sérac, le président du CNPF. Philippe Sassier nous l'a dit, une facture pétrolière alourdie. Il vous sera difficile, François Sérac, d'afficher encore votre traditionnel optimisme. Effectivement, c'est un impôt supplémentaire de 10 milliards qui est prélevé sur les Français. Je dis sur tous les Français, et pas seulement sur les entreprises. Et de ce point de vue, je veux dire que cela doit imposer à tous les Français une vision très claire de la situation qui leur est faite de l'extérieur. Quand vous prenez le pouls de la santé économique de la France et du monde en général, quel est votre diagnostic? Nous sommes devant une situation internationale qui va, je dirais, rester médiocre, au moins pendant le premier semestre 1981. Et il n'y a aucune raison, il faut le dire clairement, que la situation de la France, dans cette période, se distingue notoirement des autres pays. Ce qui veut dire, par conséquent, que, à mon avis, nous ne connaîtrons pas en France d'aggravation grave, sensible au premier semestre, mais nous ne pouvons pas espérer d'amélioration également sensible. Monsieur le Président, on va parler de deux sujets qui intéressent directement les Français, le temps de travail et le pouvoir d'achat.
Alors en novembre, donc le mois dernier, vous avez demandé à vos chefs d'entreprise de ralentir un petit peu la croissance des salaires. Vous avez même souhaité que le SMIC ne bénéficie pas de ce traditionnel coup de pouce qu'il reçoit en général. Alors on s'est étonné, est-ce que c'était vraiment bien le moment de demander ça aux Français qui souffrent assez de la crise en ce moment? Je répondrai par deux observations. La première, c'est qu'en 1980, la hausse des salaires en France sera supérieure à la hausse du coût de la vie. Nous sommes le seul pays au monde, qui en 1980 maintient une augmentation du pouvoir d'achat des salaires. Et je pense personnellement que c'est un acte risqué, sinon dangereux pour notre pays. Deuxièmement, le SMIC, qui est la garantie de pouvoir d'achat de tous les salariés, a fortement augmenté, plus que les salaires au cours de ces dernières années. Pratiquement, le pouvoir d'achat du SMIC a doublé par rapport à celui des salaires en 10 ans. Et je pense qu'étant donné les interactions entre le SMIC et les salaires, dans beaucoup de secteurs, il ne faut pas, aujourd'hui, vouloir trop tirer sur la corde. Sinon, c'est tout le mouvement des salaires qui sera déclenché par le SMIC. Mais si je vous suis bien, vous allez même jusqu'à prôner une diminution de ce pouvoir d'achat. Non. Nous disons que ce que nous pouvons nous proposer comme objectif en 1981, c'est d'atteindre le maintien du pouvoir d'achat. Mais, je le dis clairement, je ne peux pas prendre cet engagement pour toutes les entreprises et pour tous les secteurs et pas davantage pour tous les salariés, car les situations sont très diverses et il faut savoir que si nous voulons faire plus pour les gens du bas, nous ne pourrons pas faire autant pour toute la hiérarchie. Dernière question, François Sérac. Les négociations sur le temps de travail, elles sont officiellement terminées depuis juin dernier, mais elles se poursuivaient quand même en coulisses, souterrainement. Où est-ce que ça en est pour l'instant? Je vous dirais que c'est un sujet tellement important pour la société française qu'on ne peut pas abandonner un sujet de cette nature sans s'accrocher jusqu'au dernier moment. Nous venons d'apprendre que pratiquement les syndicats ne sont plus capables de s'engager dans cette voie et d'aller plus loin. Je le regrette, moi, personnellement. C'est vraiment leur faute, c'est pas la vôtre? Je dois dire, il doit y avoir des deux. Il est probable que nous n'avons pas été assez clairs et assez convaincants. Je pense aussi que du côté des syndicats, on a été, je le dis, sans attaquer personne, trop attachés aux vieux mythes et trop incapables de s'adapter à la véritable situation des années 80. C'est pas en pensant en 36 que nous réglerons le problème de la France en 80. Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Français qui attendaient ces négociations importantes sur le temps de travail? Eh bien, je pense qu'il ne se passera rien pour l'instant. La situation est caractérisée par une suspension des discussions. Elle durera probablement quelques mois. Mais pour nous, ce problème est un problème fondamental. C'est un problème d'adaptation de la France à une donnée nouvelle de la lutte économique. Et si nous ne réglons pas le problème de la durée du travail, nous serons handicapés par rapport au problème de l'emploi. Donc je résume votre intervention et votre information de ce soir, rien avant les présidentielles. Je le crains. Je vous remercie. À l'Assemblée nationale, création d'une commission d'enquête sur les problèmes de l'industrie textile. Les députés ont dit tous oui à la proposition de leur collègue Philippe Séguin. Des difficultés également chez Talbot. On s'apprête à annoncer le licenciement de 3500 travailleurs. C'est la CSL, le syndicat majoritaire, qui a annoncé ces nouvelles mesures qui constituent, selon elle, un véritable assassinat de Talbot. 3500 travailleurs, c'est en effet plus de 10% des effectifs de Talbot. Puis, dernière information sur la vie des entreprises, les éclaircissements apportés aujourd'hui par Jean-Luc Lagardère, le PDG de Matra, sur le rachat des actions du groupe Hachette. Jean-Luc Lagardère a annoncé l'entrée de Daniel Philippaki et de son groupe dans cette opération. Pierre-Marie Thiavier. Beaucoup ne me connaissent pas très bien, et même quand on jure la main sur le cœur en disant « je dis toute la vérité », on a toujours tendance à penser que finalement, ça n'est pas toute la vérité. Alors, moi, ce que je dirais, ça sera la stricte vérité, bien sûr. Peut-être que je ne vous dirai pas tout, mais ce que je dirais, ça sera la vérité. Je précise que vers... Cette part de vérité, Jean-Luc Lagardère l'a développée pendant plus de 2 heures devant 300 journalistes mêlés à d'importants représentants des parties prenantes comme Daniel Philippaki ou Sylvain Floirat.
Premier éclaircissement, le montage financier qui a permis ce mariage Matra-Hachette. Une société financière nouvelle possédant la majorité absolue chez Hachette sera elle-même contrôlée par Matra, associée à la banque privée de gestion financière qui est à l'initiative de l'opération, et au groupe Philippe Aki pour 20% et au groupe Paribas. Pour protéger les petits porteurs et leur permettre de choisir, l'action Hachette sera bloquée en bourse à 340 francs pendant 15 jours. Mais au-delà de la technique financière, ce mariage est surtout celui des techniques de communication de demain, satellite, péritéléphonie, radio, c'est-à-dire Matra, que l'on marie avec la puissance historique du support papier, la presse et l'édition, c'est-à-dire Hachette. Dans un proche avenir, celui qui contrôlera l'ensemble disposera d'un énorme pouvoir sur les commutations et même sur les esprits, et ce pouvoir susciter des questions et parfois des inquiétudes. Hachette, et en plus la technique de Matra, vous détenez presque la totalité de la chaîne des moyens de communication. Qu'est-ce que vous allez faire de ce pouvoir? Non, ce pouvoir n'est pas un abus de pouvoir. Et très franchement, j'ai la conviction qu'un groupe au sens le plus large du terme, qui, comme je viens de l'expliquer, va du satellite au manuscrit, n'est pas un groupe qui doit être regardé comme une inquiétude pesant sur la liberté d'expression, mais bien au contraire, un groupe qui permettra à cette expression, et y compris à l'expression écrite de notre culture, d'aller au-delà et de pouvoir informer le plus grand nombre. Ce pouvoir de communication, c'est aussi d'une certaine façon un pouvoir politique. On lit ici et là que vous avez eu besoin pour traiter cette opération d'un aval politique et pour tout dire d'un feu vert de l'Élysée. Est-ce que c'est vrai? Je trouve ces remarques véritablement stupides. Penser que dans ce pays, plus rien ne se fait sans le pouvoir politique est une grande erreur. Nous sommes un pays libéral, où la liberté, je n'hésite pas à le dire, est totale, mais où, de plus en plus, on trouve des gens qui ont peur de leur liberté, qui ont peur de prendre les risques, qui ont peur de prendre en quelque sorte un pouvoir. Alors, ils se retranchent sur l'État. Et lorsque quelqu'un, comme je viens de le faire, agit en faisant un grand pas, ceux qui auraient pu agir et qui n'ont pas agi se disculpent en disant tout simplement qu'ils n'ont pas eu le feu vert et que d'autres l'ont eu. Eh bien, ce n'est pas vrai. La guerre du pain, je vous parlais du record de 95 centimes hier en Lorraine, eh bien, il a été égalé aujourd'hui à Lorient, dans le Morbihan, 95 centimes. Puis 1 franc dans la ville d'Halluin, dans le Nord, visiblement le boulanger de la Ciotat fait des émules. Du côté de la viande de veau, la qualité semble se restaurer. Le ministre de l'Agriculture a fait savoir aujourd'hui que depuis le 7 novembre, pas un seul contrôle hormonal ne s'était révélé positif. J'en aurais terminé avec les affaires françaises quand je vous aurais dit qu'en politique, l'UDF Roger Chinaud a qualifié le climat de la pré-campagne électorale de détestable et de ridicule. Il s'en est pris par ailleurs à Marie-France Garot, qui a rêvé, a-t-il dit, d'être la Montespan de 2 premiers ministres, et à Coluche, dont la candidature lui paraît indécente. À l'étranger, donc, c'est d'abord le Tchad qui retient notre attention. Un accord a en effet été signé entre les différents belligérants. Ça s'est passé à Lomé, au Togo. Même Hissène Habré l'a signé, mais cette fois à Yaoundé, car c'est au Cameroun qu'il a pris la fuite. Sur le théâtre des opérations, nous rejoignons Édouard Laure. En signant cet après-midi l'accord sur le cessez-le-feu, Hissène Habré a sans doute voulu démontrer qu'il était prêt, lui aussi, à participer à un règlement négocié du conflit du Tchad, avec tout de même certaines conditions. Pourtant, ici à Yaoundé, personne ne se fait beaucoup d'illusions sur la portée de cet accord. D'abord, parce qu'on n'en est plus au premier cessez-le-feu, et surtout parce qu'Hissène Habré a déjà fait savoir, juste après la signature, qu'il entendait poursuivre la résistance aux côtés de ses partisans. Cela, tant qu'il y aura un seul soldat libyen sur le territoire tchadien. Une position qu'Hissène Habré partage en tout cas avec la majorité des pays africains qui entourent le Tchad, qui plus est au lendemain de la prise de N'Djamena par les blindés du colonel Kadhafi. Hissène Habré, dont le oui reste très suspensif, et qui a signé cet accord sur l'insistance du président camerounais Aïdjo, que Bernard Benjamin vient de joindre à l'instant au téléphone. J'ai eu un
entretien hier soir avec M. Hissène Habré. C'est à la suite de cela que M. Hissène Habré a signé aujourd'hui à la mi-journée l'accord sur le cessez-le-feu. C'est ainsi que le président du Nigeria va convoquer une réunion le 23 de ce mois à Lagos. À la réunion assisteront les 11 pays qui étaient signataires de l'accord de Lagos, ainsi que les Tchadiens. Et comment était-il physiquement? Je veux dire, est-ce qu'il vous a paru fatigué? Non, il était normal. Enfin, il était comme un chef de guerre qui, pendant plusieurs mois, menait une guerre. Est-ce qu'il vous a parlé de ses craintes au sujet des Libyens? Oui, bien sûr, il m'en a parlé. C'est pour cela qu'il ne voulait pas signer l'accord à cause de l'intervention libyenne. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'en signant, il a fait des réserves. L'essentiel, c'est que le processus non seulement soit engagé, mais puisse continuer. Accord fragile donc pour le moment et qui dépendra beaucoup du choix de la Libye. Tripoli en effet essaie de manipuler de nombreux gouvernements voisins et a étendu sur le sud du Sahara tout un réseau tentaculaire et surtout puissamment armé. Paul Naon. Le colonel Kadhafi a réellement constitué le plus formidable arsenal militaire de tout le Proche-Orient et désormais la Libye admet acheter plus d'armes par tête d'habitant que ne le faisait en son temps le Shah d'Iran. Alors, pour vous donner une idée de ce que ce petit pays possède déjà, il suffit de dire, je crois, que la Libye, avec seulement 2 500 000 habitants, peut aligner 2000 chars de combat, c'est-à-dire pratiquement un char pour 10 000 habitants. 200 avions de combat MiG-23 et 25 et des Mirage français F-1. L'État libyen dépense pour son budget militaire 500 francs par habitant et 6 millions d'anciens francs par soldat libyen. Alors bien sûr, le principal fournisseur est soviétique et l'URSS devrait livrer pour l'année 1981 400 avions de combat et plus de 10 000 véhicules blindés. On comprend mieux que les chars du colonel Kadhafi aient pu rentrer sans aucune résistance dans N'Djamena, car toute la logistique libyenne est assurée par quelques 5000 conseillers soviétiques, sans compter les Allemands de l'Est, les Tchécoslovaques et les Nord-Coréens. Reste à savoir maintenant pour combien de temps les troupes libyennes vont rester dans la capitale, N'Djamena, mais une chose est certaine, cependant, le Tchad est depuis longtemps l'un des grands rêves du colonel Kadhafi, et ce rêve est devenu aujourd'hui réalité. Et puis, ce qui est aussi important, c'est que pour les soviétiques, le passage au sud du Sahara vient d'être réalisé. L'incontestable victoire militaire du colonel Kadhafi a surpris le gouvernement français le premier, et ce soir d'autres pays voisins du Tchad, à savoir le Mali, le Niger, le Centrafrique, devraient trembler un peu plus. La visite de René Lévesque en France, le Premier ministre québécois va maintenant quitter Paris au terme d'un voyage apparemment très profitable. Je crois que vous avez été très nombreux à être séduits hier soir par la personnalité de René Lévesque qui était l'invité de ce journal. Après l'avoir vu, Jean-François Poncet a reçu Boris Ponomarev, chargé par Moscou des relations avec les PC européens. Entretien inattendu, où l'on a bien sûr reparlé de l'Afghanistan et de la Pologne. Et puis on a appris aujourd'hui également que M. Zagladin, l'un des responsables des affaires étrangères du Kremlin, aurait eu, la semaine dernière, un entretien secret avec le pape Jean-Paul II. Jean-Paul II qui aujourd'hui a adressé un message de sympathie aux habitants de Gdansk et Stettin qui se rassemblaient pour commémorer là-bas les victimes des événements survenus il y a 10 ans en Pologne. Une commémoration, vous allez le voir, très émouvante sur les images que nous venons de recevoir. Philippe Châtenay. À 17 h, toutes les sirènes des chantiers navals de Gdansk ont retenti, toutes les cloches des églises ont sonné pour l'inauguration solennelle du monument aux victimes de la répression de 1970. Parmi les revendications des grévistes de Gdansk cet été, la construction de ce monument était l'une des premières. Un monument qui est formé de 3 immenses croix d'acier supportant chacune une ancre de marine, au pied une simple inscription « Ils ont sacrifié leur vie pour que toi, tu puisses vivre dans la dignité ». Lech Walesa, l'homme qui a conduit la grève du mois d'août, l'homme qui a donné naissance au mouvement syndical libre, a rappelé le sacrifice des grévistes de décembre 1970 et demandé aux Polonais, venus à Gdansk par centaines de milliers, de lutter plus que jamais pour l'union nationale. Puis les noms des victimes de la répression ont été lus. À chaque nom, la foule recueillie, digne, émue, répondait « Il est parmi nous ».
En présence du président Jablonski et de nombreux prélats, Walesa a allumé la flamme qui brûlera désormais ici, nuit et jour, sur le lieu même où 6 ouvriers du chantier naval avaient été tués par l'armée le 16 décembre 1970, il y a exactement 10 ans. Les émeutes de 70 avaient fait 45 morts, plus de 1000 blessés selon les chiffres officiels. Pendant 10 ans, on ne pouvait en parler librement. Aujourd'hui, ils sont entrés dans l'histoire officielle de la Pologne. Un détournement d'avion à épisode, c'est cette nuit qu'un appareil de la compagnie colombienne Avianca a été détourné par un commando du mouvement M19, commando d'extrême gauche. Après une errance au-dessus des Caraïbes, l'avion vient de quitter à l'instant Mexico. Et puis peut-être du nouveau dans l'affaire des otages, c'est le Premier ministre iranien, M. Rajaï, vous le voyez, qui l'a dit ce matin, la position de Téhéran sur les réponses américaines aux conditions pour la libération des otages a été mise au point. Il ne reste plus qu'à obtenir l'accord de l'ayatollah Khomeini. Mais la Maison-Blanche vient de mettre tout le monde en garde contre un excès d'optimisme. On disait en effet qu'il était pratiquement acquis que les otages seraient libérés pour Noël. Pendant ce temps, la Maison-Blanche bis, comprenait l'équipe de Ronald Reagan, annonçait la nomination attendue mais retardée du général Haig comme secrétaire d'État du futur cabinet. Ce sera, si vous voulez, le ministre des Affaires étrangères du président Reagan. Et il s'agit bien sûr d'un poste essentiel, peut-être même le numéro 1 à Washington. 56 ans, les épaulettes garnies, l'œil bleu horizon. Voici donc le général Alexander Haig, sans doute l'un des adversaires les plus acharnés de l'hégémonisme soviétique dans la toute nouvelle équipe de Ronald Reagan. Ses convictions, il les a acquises à West Point d'abord, au Japon dans le sillage de MacArthur, en Corée et enfin à l'OTAN où il était jusqu'en juin 79, commandant en chef des forces de l'Alliance Atlantique. On le voit du reste ici passant des troupes britanniques en revue. Mais si on lui reconnaît les qualités pour mener une politique étrangère musclée, on lui reproche pêle-mêle son militarisme outrancier, ses liens trop étroits avec Henry Kissinger, mais surtout son attitude pendant le scandale du Watergate, où il s'était opposé en particulier à une demande de la justice américaine qui voulait prendre connaissance des bandes magnétiques les plus compromettantes. Quoi qu'il en soit, la nomination du général Haig, actuellement directeur d'une grande société aéronautique, répond bien aux promesses énoncées par Ronald Reagan au cours de sa campagne, mettre en place des hommes ultra-vigilants à la poussée soviétique. On a appris tout à l'heure que l'écrivain Antoine Blondin venait d'être hospitalisé à Limoges à la suite d'un traumatisme crânien provoqué par une chute. On a appris aussi qu'un médiateur médical serait très prochainement nommé. C'est Alain Perfit qui l'a annoncé aujourd'hui dans un entretien avec le quotidien du médecin. Une information qui pourra être commentée abondamment dans les dossiers de l'écran ce soir, consacrés précisément à la responsabilité médicale. Et puis toujours aujourd'hui, la présentation publique de ce que sera votre prochaine carte d'identité informatisée et classifiée. La voici tout d'abord devant la caméra, ensuite expliquée par Gérard Dalmaz. Voici votre future carte d'identité qui d'ailleurs aurait dû en profiter pour être bien plus petite, genre carte de crédit. Une fois de plus, les habitudes ont pesé lourd. Dès 1983, on ne délivrera plus que ce modèle dont le but est de rendre pratiquement impossible fraude et falsification, au grand soulagement par exemple des banques. Pour ce faire, intervention dans la fabrication de l'informatique, de la plastification totale, de graphismes très compliqués à contrefaire et utilisation du laser pour la reproduction de votre photo. Car non seulement on va vous plastifier le portrait, mais personne, un voleur entre autres, ne pourrait remplacer votre photo par la sienne. C'est peut-être là que se situe la force de ce nouveau papier d'identité. Reste que le passage de l'état civil par l'ordinateur est préoccupant pour les libertés des citoyens. Pourtant, le ministère de l'Intérieur est formel. Cette carte n'est pas magnétique et ne comporte aucun codage discret ou même secret. Les Français n'ont pas à avoir peur d'être fichés, car ce procédé est soumis au contrôle de la Commission informatique et liberté. Je crois que c'est le meilleur garant de la parfaite clarté de ce document. Distribution à partir du 5 janvier. En 83, 6 ateliers la fabriqueront pour toute la France. Et elle ne sera pas plus obligatoire qu'à présent. Cependant, ce genre de papier est moins encombrant que 2 témoins pouvant attester de votre identité. C'est Catherine Deneuve que vous voyez donc demain à l'affiche de nombreux cinémas. Une carte d'identité sympathique avec une photo qui séduit, donc Catherine Deneuve. Et puis un titre en forme de déclaration d'amour. Je vous aime, c'est Claude Berry qui signe le film.
On peut effectivement se demander s'il ne s'agit pas d'une déclaration d'amour du metteur en scène lui-même à Catherine Deneuve. Je vous aime. Je crois que beaucoup d'hommes dans le film le disent d'ailleurs. Oui, moi aussi je le dis d'ailleurs, mais enfin c'est plutôt une déclaration d'amour de Claude Berry aux spectateurs. Vous vous appelez Alice dans ce film, vous avez 35 ans et vous avez plein d'hommes autour de vous, avant, après sans doute. Plein, c'est-à-dire que ça paraît beaucoup parce qu'un film ne fait jamais que 2 heures, mais comme c'est quelqu'un qui revoit des moments de sa vie agréables et d'autres moins agréables, des ruptures, des rencontres, et que le film se déroule quand même sur 20 ans, on voit 4 hommes. Alors justement, il y en a 4, il y a Alain Souchon, Gérard Depardieu, Jean-Louis Trintignant, il y a également Serge Gainsbourg. Depardieu doit être quelque part dans les coulisses. Là. Quel est le type dont vous vous rapprochez davantage? Est-ce que c'est possible de le dire comme ça, a priori? Il y a le poète, l'homme dur, l'homme méchant. Oui, c'est difficile parce que d'abord, les hommes que Alice rencontre dans le film, elle les a rencontrés à différents moments. Je crois qu'elle n'a pas rencontré les hommes qu'elle rencontre dans le film au moment où il le fallait pour elle. Je pense que, par exemple, le personnage de Serge Gainsbourg, il aurait été mieux qu'elle le rencontre plus tard. Un personnage odieux dans le film. Enfin, dur. Odieux, mais en même temps, on ne montre pas vraiment leur vie, on montre des moments de leur vie. C'est quelqu'un qui revoit en flashback des moments de sa vie passée. C'est quelqu'un qui est à un moment de bilan de sa vie personnelle. Et elle revoit donc des choses qu'elle choisit, qu'elle ne choisit pas. C'est des choses accidentelles qui reviennent comme ça à sa mémoire. Donc il est odieux dans le film, mais on comprend quand même que c'est quelqu'un de très fragile, de très vulnérable, et qu'il y a dû avoir d'autres choses. Mais c'est vrai que les moments qu'on voit sont des moments très violents, très douloureux. Mais la question que je posais ne s'adressait pas à Alice, répondu, mais à Catherine. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je les trouve tous franchement très séduisants. Ça a l'air d'être une réponse diplomatique. Mais c'est vrai, je trouve que c'est la qualité du film, c'est que tous ces hommes, malgré tous les moments différents que l'on montre, et même les moments difficiles, tous ces hommes sont très séduisants, sont très présents, sont des vraies personnalités. Dans ce qu'on appelle le hit parade, enfin, parlons français, le palmarès des stars, des étoiles françaises, vous arrivez toujours en numéro 1. Est-ce que vous avez à expliquer... Pourquoi on ne me le dit pas à moi, ça? Mais si, ça s'est vu, j'ai vu dans de très nombreux journaux, c'est toujours l'actrice française préférée par les Français. Vous croyez qu'il faut vraiment croire tous les sondages? Comment vous ressentez cette espèce de symbiose avec l'opinion publique alors que vous êtes toujours un peu distante, parfois même froide, disent certains? Froide, d'abord je ne suis pas froide, on dit que je suis froide mais je ne le suis pas tellement, je crois que tous les gens qui m'ont vu ou entendu parler... Oui, un glaçon en plastique. Non, je ne suis pas froide, mais je crois que les gens doivent ressentir comme... Il doit y avoir des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais que les gens ressentent, des phénomènes de sympathie ou sur la longueur, je ne sais pas, la vie que l'on mène, le fait que, je ne sais pas, un ensemble de ce qu'on appelle justement la carrière. C'est des choses un peu étranges qu'on peut arriver à juger les unes après les autres avec des choses positives et négatives, mais le tout fait que l'ensemble doit être plus sympathique que négatif. Oui. D'accord. En tout cas, on a envie de vous dire donc je vous aime, comme le film de Claude Berry qui sort donc demain à Paris et en province. Merci. Demain, le temps sera... D'abord, la température d'aujourd'hui, vous m'avez fait perdre mes moyens. Vous le voyez, relativement douce, 15 à Nice et puis 5 seulement du côté de Reims. Demain, le temps sera assez ensoleillé dans la matinée, malgré quelques brumes des Pyrénées aux Vosges. Au cours de la journée, cependant, une aggravation pluvieuse s'étendra, me dit la météo, sur la moitié nord-ouest du pays. Dernière édition du journal vers 23h30. Elle vous sera présentée par Paul Amar. Et puis demain à 12h45, antenne de midi. Bonsoir à tous. À demain, 20h.